François, bon, les carnets Modiano, petit bout de ma pile, il y en a un autre là. Mais pour aller mieux voir ensemble, on va se le prendre directement à l'écran. Alors, chien de printemps, tu cherches, ça vient d'où? Bon non, c'est une expression, chien de printemps, ça vient une fois dans le livre. Chien de printemps, comme il disait souvent. Et c'est quoi ce truc de chien? Alors, moi j'ai un fichier où j'ai les 35 livres de Modiano, c'est un outil de travail permanent, fabuleux, qui n'a rien à voir avec ce truc-là. Et je cherchais chien dans Chateaubriand, j'ai mis Modiano, il y a toujours les chiens chez Modiano. Bah oui, j'ai regardé dans mon fichier 372. Croyez bien qu'on va se faire aussi un petit carnet avec ces occurrences. Et ces chiens, ils sont comment chez Modiano? Mais bah oui, mais son livre même qui s'intitule Chien de printemps, est-ce que tu l'as seulement lu? Bah non, je ne l'avais pas lu. Alors hier soir, je le lis, et puis tout surpris, 1h20 après, oh c'est déjà fini. Un des livres les plus courts, là, de Modiano. Je ne m'engagerai pas sur le court, le plus court, le long, le plus long, etc. Mais celui-ci, le Voyage de noces, il est court aussi. Il y a des plus minces, des plus épais, mais c'est en général les vestiaires de l'enfance et quelque chose, là, 140 pages. On doit être un petit peu dans ce même genre, mais sur mon fichier, eh ben, c'est 42 grosses pages. C'est une nouvelle, c'est un roman? Ben c'est Patrick Modiano, Chien de printemps. On va aller y voir, parce que vraiment, ça m'a déboussolé. Bon, les couvertures, là, de poche, c'est pas moi qui suis responsable. De quoi il est question? On va le suivre. Chien de printemps roman pour Dominique. Puis une épigraphe de Paul Éluard. Sonnette, bras ballants, on ne vient pas jusqu'ici. Sonnette, portes ouvertes, rage de disparaître. Tous les chiens s'ennuient quand le maître est parti. Paul Éluard, qu'est-ce que ça fait là? Bah, ça ouvre le mystère. Alors, première ligne, j'ai connu Francis Janssen. Donc on va directement dans ce personnage quand j'avais 19 ans, au printemps de 1964. Et donc on est dans de l'informatif, et je veux dire aujourd'hui le peu de choses que je sais de lui. Et là on est tout de suite, évidemment, déjà chez Modiano. Je veux dire aujourd'hui le peu de choses que je sais de lui. Qu'importerait l'enquête? Comment un livre peut être complet, un personnage devenir un univers, alors même qu'on en sait si peu, en tout cas que c'est l'inconnu qui va résonner. C'était tôt, le matin, dans un café de la place d'Enfer Rochereau. On va être entièrement dans ce quartier, la rue Froidevaux, d'Enfer et tout ça. Je m'y trouvais en compagnie d'une amie de mon âge, et Janssen occupait une table en face de la nôtre. Il nous observait en souriant. Puis il a sorti d'un sac qui était posé sur la banquette en moleskine à ses côtés un Rolleiflex. Alors, c'est le Rolleiflex, c'est ces gros appareils carrés avec un viseur, une plaque dépolie sur le dessus. On le tient comme ça, et on le tient plutôt au niveau du ventre. On cadre là, sans regarder le sujet, mais en regardant vers le bas. Mais banquette en moleskine prend plus d'importance que Rolleiflex. Je me suis à peine rendu compte qu'il avait fixé sur nous son objectif. Donc la photo est prise clandestinement. C'est ça, ces fils-là que je voudrais suivre. Il se servait donc d'un Rolleiflex, ben oui, puisqu'on vient de le dire, mais je serais incapable de préciser les papiers et les procédés de tirage qu'utilisait Janssen pour obtenir la lumière qui baignait chacune de ces photos. Donc on vient juste de vous dire, non pas que c'est quelqu'un qui faisait des photos en loose day dans un bistrot, mais que chacune de ces photos, ça y est, il est devenu photographe, mais avec ce biais-là. Et je serais incapable de préciser les papiers et les procédés de tirage, c'est-à-dire que la photographie, on tient ça à distance, même pour parler d'un photographe, comme finalement, là, compte le roman pour Modiano, mais qu'on ne va pas s'expliquer sur ni le pourquoi, ni le comment, ni la machine qu'on travaille. Le matin de notre rencontre, je me souviens de lui avoir demandé par politesse quel était, à son avis, le meilleur appareil photo. Ça reste toujours un classique, ça. T'as quoi comme appareil? Ben, c'est pas l'appareil qui compte, tu sais, c'est comme les instruments de musique. Il avait haussé les épaules, m'avait confié qu'en définitive,
Il préférait ces appareils de plastique noir qu'on achète dans les magasins de jouets et qui lancent un jet d'eau si on presse le déclic. Il nous avait offert un café, nous avait proposé de nous prendre encore comme modèle. Donc là, c'est plus du tout de la photo clandestine, mais dans la rue, une revue américaine l'avait chargé d'illustrer un reportage sur la jeunesse à Paris. Donc là encore, un nouveau petit élément qui s'ajoute. Il est photographe, mais photographe professionnel. Il nous avait choisis tous les deux. C'était plus simple, ça irait plus vite. Même s'il n'était pas content en Amérique, ça n'avait aucune importance. Et il voulait se débarrasser de ce travail alimentaire. À notre sortie du café, nous marchions sous le soleil. Je l'ai entendu dire avec son accent léger « chien de printemps ». Une réflexion qu'il devait souvent répéter cette saison-là. Donc on nous annonce que tout le livre ne va durer qu'un printemps, cette saison-là. On nous annonce aussi qu'il a un léger accent, donc quelqu'un qui vient du Danemark ou de Suède, on ne sait pas, mais de là-bas, et que donc chien de printemps, c'est peut-être la transposition d'une expression courante là-bas dans son pays. Il nous a fait asseoir sur un banc et ensuite nous a placés devant un mur qu'ombrageait une rangée d'arbres avenue d'Enfer Rochereau. J'ai gardé l'une des photos. Nous sommes assis sur le banc, mon ami et moi. Donc là, j'ai gardé l'une des photos. Et donc on commence aussi à installer que la rencontre est brève, mais qu'il va y avoir là ce genre de traces matérielles. J'ai l'impression qu'il s'agit d'autres personnes que nous à cause du temps qui s'est écoulé. Toujours ces logiques du temps. Mais ouais, qu'est-ce qui compte? Là, l'élément informatif, parce qu'il y a du temps qui s'est écoulé, ou simplement le fait que Modiano nous dise non, je travaille sur le temps qui s'écoule, et le fait que le temps qui s'est écoulé ne nous permet pas de rien rattraper, ce qu'avait vu Hansen dans son objectif, et que nous n'aurions pas vu à cette époque si nous nous étions plantés devant un miroir. Deux adolescents anonymes et perdus dans Paris. Et puis, tout de suite, il y a ces petites ruptures. Là, sur l'EPUB, elles sont avec des petits astérisques. Je n'ai pas été voir, hein, puisque je pense qu'en général, c'est seulement un saut de page. Modiano, donc c'est plutôt ce graphisme d'attaquer en saut de page avec un grand blanc dans la mise en page. Et deuxième séquence, et c'est cette suite de petites séquences indépendantes qui va faire la force étrange de ce livre, même par rapport à la totalité des autres, hein, et pourtant pas le plus connu. Peut-être vous le connaissez, vous en souvenez, là, de Chien de printemps. Nous l'avons accompagné à son atelier tout près de là, rue Froidevaux. J'ai senti qu'il éprouvait de l'appréhension à se retrouver seul. Là, peut-être il y a mon pote Rurik là, qui écoutera la vidéo. C'est très bizarre parce que tout récemment, avec lui, justement, on avait traversé le cimetière Montparnasse, on s'est retrouvé rue Froidevaux. Il m'avait emmené dans une rue perpendiculaire où il y avait l'atelier du sculpteur César. Et en lisant, j'ai eu l'impression d'entrer dans l'atelier occupé par César et dans lequel Rurik avait travaillé quand il était son assistant et où on a passé un bon moment. Mais tout d'un coup, un lieu émerge comme ça parce que vous connaissiez exactement le même. L'atelier était au rez-de-chaussée d'un immeuble et l'on y accédait directement par une porte sur la rue. Et cette simplicité. Une vaste pièce au mur blanc dans le fond de laquelle un petit escalier montait jusqu'à une mezzanine. Il y avait ça aussi dans l'atelier ex-César où on était allé. Un lit occupait tout l'espace de la mezzanine. La pièce n'était meublée que d'un canapé gris et de 2 fauteuils de la même couleur, ce qui va être important parce qu'il installe une dramaturgie. C'est-à-dire canapé, 2 fauteuils. Bon, franchement, oui, mais quand 2 personnes seront là ou quand 3 personnes seront là, le fait que l'atelier soit grand et qu'il y ait un canapé, 2 fauteuils, qu'on ne bouge pas, c'est la distance entre les personnages assis sur canapé, fauteuil qui va donner la dramaturgie des scènes, là, au moins 2, que Modiano va installer. À côté de la cheminée en briques, 3 valises de cuir marron, ça c'est important, empilées les unes sur les autres, rien sur les murs, statut de l'image, sauf 2 photos. La plus grande, c'est celle d'une femme, une certaine Colette Laurent, comme je devais l'apprendre par la suite. Et là, c'est très étonnant parce que un des fils de la trame narrative
C'est-à-dire, quiconque est familier de Modiano, parce qu'on a quelques piles là dans le fond de nos bibliothèques, et ben on se dit, tiens, voilà Colette Laurent. On est habitué dans Modiano à ce que les mêmes personnages reparaissent. Mais lui, il fait comme si il ne se souvenait pas à ce moment-là qu'il allait l'utiliser dans d'autres livres. Ça, non, il ne peut pas s'en souvenir s'il ne l'a pas encore utilisé. Mais là, je n'ai pas été vérifié si Colette Laurent existe dans les récits de Modiano avant Chien de printemps ou après. C'est comme dans les romans de Balzac. Maintenant, c'est un tout, c'est une grande carte, et puis les personnages vibrent, surgissent, et nous, on sait bien que ce personnage fait partie de la galaxie des souvenirs d'enfance là, de Modiano, mais quand il voit la photo, il ne s'en rend pas compte, et il donne le nom en se réservant plus tard de connaître le lien. Sur l'autre, deux hommes, dont l'un était Janssen plus jeune, étaient assis côte à côte dans une baignoire éventrée parmi des ruines, malgré ma timidité. C'est toujours la difficulté de rapport à la parole, qui est celle aussi de Modiano, est utilisée comme argument, là, en permanence, dans tous les bouquins, pour mettre en scène, par le non-dialogue, l'intensité même de ce que pourrait révéler le dialogue, et qui va être encore plus fort, puisque, précisément, la question n'étant pas posée, on n'a pas la réponse, mais la tension de quelle question on poserait, parce que cette réponse, on la voudrait, là, on est chez Modiano. Il m'avait répondu que c'était lui, avec son ami Robert Capa, à Berlin, en août 1945. Parce que, regardez, si je fais Robert Capa, Berlin, 1945, que je cherche images, eh bien, je vais les trouver, les images de Robert Capa à Berlin en 1945, avec les immeubles troués. Et c'est des photos historiques, y compris des photos avec des personnages. Mais là, ce qui est fort chez Modiano, c'est qu'il va appuyer son personnage fictionnel par un personnage réel. Le personnage réel, il est mort. Il ne viendra pas produire de dénégation. Mais vous allez voir qu'il va y avoir ensuite un deuxième personnage réel. Et donc, un seul, on pourrait se dire, ah ouais, mais s'il y en a deux, c'est en quoi cette stratégie du personnage réel associé au personnage fictionnel qui devient la source du mouvement narratif. Je savais qui était Robert Capa pour avoir vu ces photos de la guerre d'Espagne, lu un article sur sa mort, on nous dit qu'il est mort en Indochine. Des années ont passé, loin de brouiller l'image de Capa et de Janssen, elles ont eu l'effet inverse. Cette image est beaucoup plus nette dans ma mémoire qu'elle ne l'était ce printemps-là. Une image, une photographie est là, on la voit, on la mémorise, oui, mais c'est sa présence, c'est le contexte. Par contre, quand tout s'en va, qu'il n'y a plus rien, la rémanence de l'image peut servir de support et de biais et de transition à la remémoration elle-même. Même si la remémoration se heurte à des obstacles et à du lacunaire. Sur la photo, Janssen apparaissait comme un double de Capa. Ben oui, puisque tu prends personnage réel, toi tu crées ton personnage fictionnel, tu appuies le personnage fictionnel là sur celui qui est réel, et tu le décolles. Ben, tu le décolles, mais simplement tu t'es servi du photographe comme étant directement la source de la décalcomanie. Autant Capa avec ses cheveux très bruns, son regard noir, la cigarette qui respirait, la hardiesse, la joie de vivre. Autant Janssen, blond, maigre. Donc c'est un frère cadet, c'est une sorte de double, mais un double littéralement inversé, comme un négatif. Ah bah oui, mais les questions de photographie. Il se tenait un peu raide, les jambes croisées tout au bout du canapé, comme s'il était en visite. Nous ne rompions pas le silence, mon ami et moi. Alors là, j'y vais, je spoil. J'aime pas ce mot, mais ça fait rien, il est commode quand même. L'ami, donc elle est celle avec qui il était au bistrot quand le gars les a photographiés, ensuite les a pris comme modèle pour les photographier en extérieur. Là, c'est la fille et le narrateur qui sont dans l'atelier de Janssen sur le canapé, les deux fauteuils à distance. Il le dit, les deux fauteuils et le canapé étaient disposés à une trop grande distance les uns des autres, à une trop grande distance les uns des autres, ce qui donnait une sensation de vide. Mais le vide, à quoi? À la relation entre les personnes,
La pièce était très claire, avec ses murs blancs, les deux fauteuils et le canapé étaient disposés à une trop grande distance. Et puis, il y a, là, on aurait pu penser que Janssen n'habitait déjà plus cet endroit. Les 3 valises dont le cuir reflétait les rayons du soleil suggéraient un départ imminent. C'est ce qui va se produire. Ça va être le récit d'un départ. Et ces 3 valises, par contre, c'est elles qui vont devenir. Vous voyez, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'atelier qui devient... Non, c'est les valises qu'il y a dedans, mais les valises qui sont elles-mêmes un emballage pour un contenu, comme l'atelier pour là où on habite, comme Janssen habite son atelier, pour les gens. Et ces emboîtements, c'est ce travail gigogne-là qui, en passant de l'atelier à la valise, fait qu'on va rentrer dans l'histoire du mental après. Il faut croire que parfois notre mémoire... Alors là, c'est... la séquence, là, donc la 3e séquence, et c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose là qui faisait trancher ce livre de tous les autres. Il faut croire que parfois notre mémoire connaît un processus analogue à celui des photos Polaroid. Alors Polaroid, vous savez, vous cliquez, et puis hop, là, le truc qui sort. Alors c'est une photo qu'on reconnaît tout de suite comme étant un Polaroid, mais en tant que... Là, c'est l'image qui devient matérielle, elle se sépare de l'appareil photo, et puis vous la tenez dans vos mains, oui, mais c'est le réel lui-même qui tout d'un coup se produit comme image matérielle, alors que vous êtes encore là où vous venez de photographier. Notre mémoire connaît un processus analogue à celui des photos Polaroid. Ça tombe bien que maintenant, ça revient un petit peu à la mode, sinon il faudrait aller comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Pendant près de 30 ans, je n'ai guère pensé à Janssen. Nos rencontres avaient eu lieu dans un laps de temps très court. Il a quitté la France au mois de juin 1964. J'écris ces lignes en avril 1992, donc il y a cette espèce de saut temporel de 30 ans, alors qu'on vient de dire, et ici on vous confirme, que ça n'a duré qu'un printemps. Je n'ai jamais eu de nouvelles de lui. J'ignore s'il est mort ou vivant. Son souvenir est resté en hibernation. Ça, c'est important. Son souvenir est resté en hibernation, et voilà qu'il ressurgit au début de ce printemps. Est-ce que c'est parce que j'ai retrouvé la photo de mon ami et moi, au dos de laquelle, donc là encore, présence matérielle de cette image, au dos de laquelle un tampon aux lettres bleues indique « Photo Janssen, reproduction interdite », ou bien pour la simple raison que les printemps se ressemblent, chien de printemps. On ne répète pas chien de printemps, mais le mot printemps revient, il prend encore avec lui le lien. Et donc, là, cette amie là, qui est là sur la photo, on a cette photo de Colette Laurent chez Janssen, et la magie de ce roman bref, c'est qu'on va découvrir un peu plus loin que l'amie s'appelle elle aussi Colette, donc il va y avoir une espèce de jeu de double, et en même temps, le narrateur en viendra à dire qu'il est peut-être devenu Janssen lui-même. Et c'est ce double emboîtement de reconnaissance et de substitution d'identité qui va créer cette vibration, mais par la photo, via la photo, la présence du photographe et le travail matériel de la photo. Ça, je voudrais qu'on aille jusque-là. Du Modiano. Aujourd'hui, l'air était léger, les bourgeons avaient éclaté aux arbres du jardin de l'Observatoire. Le mois d'avril 1992 se fondait par un phénomène de surimpression avec celui d'avril 1964. Phénomène de surimpression, vous savez, dans ces appareils, ceux qui faisaient exprès, tu prends 2 photos mais sans faire avancer la pellicule, surimpression. Et avec d'autres mois d'avril dans le futur, mais c'est donc une deuxième référence après le Polaroid. Le souvenir de Janssen m'a poursuivi l'après-midi, me poursuivrait toujours. Janssen demeurerait quelqu'un que j'avais à peine eu le temps de connaître. Qui sait, un autre que moi écrira un livre sur lui, et la question d'écrire un livre va immédiatement s'emboîter. C'est-à-dire que Janssen demande au narrateur qu'est-ce qu'il fait. J'ai pas publié, mais j'écris et je voudrais écrire un livre. Et puis tout d'un coup, tu arrives là, dans le livre que tu es en train de lire et qui est Modiano parlant de ce personnage, fabriquant ce personnage d'illusion qu'est Janssen, et dit « Un autre que moi écrira ce livre ». Tu sais plus, tout commence à diffracter. Alors là, intéressant, il me semble nécessaire de noter ici les quelques indications biographiques que j'ai rassemblées sur lui.
Il était né en 1920 à Anvers, il avait à peine connu son père, sa mère et lui avaient la nationalité italienne. Après quelques années d'études à Bruxelles, il quitta la Belgique pour Paris en 1938. Là, il travailla comme assistant de plusieurs photographes. Il fit la connaissance de Robert Capa, celui-ci l'entraîna en janvier 1939 à Barcelone, à Figueras, où ils suivirent l'exode des réfugiés espagnols vers la frontière française. En juillet de la même année, il couvrit avec Capa le Tour de France à la déclaration de guerre. Alors, d'où ça vient, ces renseignements? Là, Modiano, il ne le dit pas. Par contre, là, il y a tout d'un coup ce trou, qui est évidemment la signature aussi de Modiano. Cela ne lui évita pas d'être interpellé au cours d'une rafle et interné comme juif au camp de Drancy. Il y resta jusqu'au jour où le consulat d'Italie réussit à faire libérer ses ressortissants. Il se réfugia en Haute-Savoie. Tiens, il y a longtemps, dans tous les autres livres de Modiano, il y a un petit passage Haute-Savoie. Il attendit la fin de la guerre, etc. Mais, vous voyez, ce marqueur, c'est-à-dire prisonnier, libéré, dénoncé, c'est ce contexte-là de la fuite. Capa qui part en Amérique, elle lui propose un visa, et puis lui, là, qui reste là, mais qui finalement sera interné à Drancy. Mais en tant qu'Italien, réussira cette espèce de nœud. C'est aussi le nœud présenté là de façon documentaire, mais qui va expliquer la fuite de Janssen, qui est le thème du livre. J'éprouve une gêne à donner ces détails. J'imagine l'embarras de Janssen s'il les voyait notés noir sur blanc. C'était un homme qui parlait peu. Le narrateur, il parle pas beaucoup plus. Il aura tout fait pour qu'on l'oublie jusqu'à partir pour le Mexique en juin 64, ne plus donner signe de vie. Quand j'arriverai là-bas, je vous enverrai une carte postale pour vous indiquer mon adresse. Je l'ai attendu vainement. Je doute qu'il tombe un jour sur ces pages. Si cela se produisait, alors je recevrai la carte postale de Cuernavaca ou d'ailleurs avec ces simples mots. Taisez-vous. Mais non, je ne recevrai rien. Il me suffit de regarder l'une de ses photos pour retrouver la qualité qu'il possédait dans son art et dans la vie qui est si précieuse mais si difficile à acquérir. Garder le silence, l'art de se taire. C'est un manuel du XVIIe siècle que j'adore, que j'ai connu, d'ailleurs découvert grâce à Modiano. Un après-midi, je lui avais rendu visite. Il m'avait donné la photo de mon ami et moi sur le banc, donc la photo qu'on a déjà vue, dont on sait que le narrateur l'a gardée. Il m'avait demandé ce que je comptais faire plus tard. Je lui avais répondu « écrire ». En un seul mot. Moi, je n'ai pas réussi à vous le dire en un seul mot. On pourrait tout regarder comme ça, parce que hier soir, en lisant ce texte, je me suis dit, mais ça, qu'est-ce que j'aimerais? Enfin, tu vois, je l'ai lu en 1h20, être une soirée comme ça, ou peut-être même, alors, il y a les questions de droit, d'autorisation, etc. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il se passe quelque chose. Tu vas changer à chaque fois d'emboîtement, d'étage. Là, j'en ai laissé 2, donc on doit être dans le 5e ou 6e passage. Je vais acheter 2 cahiers rouges de marque Clairefontaine, l'un pour moi, l'autre de Janssen, afin que le répertoire des photos fût établi en double exemplaire. Et c'est là, moi, il m'assied complètement aussi. C'est-à-dire, il prend deux cahiers, des petits cahiers Clairefontaine. Tiens, moi, je m'en suis acheté la semaine dernière, des cahiers Clairefontaine. Je n'ai pas commencé à les utiliser. Je ne sais pas si je les utiliserai jamais. D'ailleurs, finalement, j'utilise plus ce petit carnet-là. Ce qui va être étrange aussi, c'est qu'il va donc se mettre à décrire le contenu des 2 valises qui sont remplies de photos. Et on va nous les décrire matériellement. Il va faire donc la description des photos, l'inventaire, la numérotation des photos, la date, les titres, le contenu. Il n'y aura pas de description d'ekphrasis, mais vous allez voir que l'ekphrasis va revenir par un autre biais. Et il l'écrit en double, et ce truc d'écrire double, qu'est-ce que c'est fascinant, parce que un cahier sera pour lui, donc il ne va pas garder les photos, mais il va garder le cahier, qui ne sert à rien s'il n'y a plus les photos. Et l'autre, il le donnera à Janssen, qui en fait se moque de lui, toi, vous, le scribe, parce qu'il n'attache aucune importance à ses propres archives, dont d'ailleurs on ne saura pas ce qu'elles deviennent. En se moquant du narrateur, il dit, ah oui, mais vous devriez aussi faire un répertoire des lieux et des index, des lieux et des personnes. Et le narrateur, il le fait. Donc, il dédouble encore les 2 cahiers par un double répertoire. Et ça, à ce moment-là, ce qu'il va organiser, c'est que le narrateur dispose d'une clé de l'atelier, revient en permanence dans l'atelier, il revient pour continuer son répertoire. J'avais numéroté les photos selon leur ordre chronologique. Il y a un drôle de truc aussi où il reprend l'idée de Jacques Villéglet. Je ne sais pas si Modiano et Villéglet avaient une relation. Il m'avait expliqué qu'il lacérait lui-même les affiches dans les rues pour qu'apparaissent celles que les plus récentes avaient recouvertes. Il décollait leurs lambeaux couche par couche, les photographiait au fur et à mesure.
avec minutie jusqu'au dernier fragment de papier qui subsistait sur la planche ou sur la pierre. J'avais numéroté les photos selon leur ordre chronologique. Et là, tout d'un coup, Modiano change de registre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette écriture? Celle des cahiers. 325, palissade de la rue des Envierges. 326, mur rue Gagné-Guy. 327, escalier de la rue Lausin. 328, passerelle de la Mare. 329, garage de la rue Janssen. La même, l'homonymie par rapport au photographe. 330, emplacement dans l'ancien Cèdre au coin des rues Alphonse Daudet et le Neveu. 331, pente de la rue Westermann. 332, Colette, rue de l'Aude. J'avais dressé la liste des noms de ceux dont Janssen avait fait les portraits. Il les avait abordés dans la rue, dans des cafés, au hasard d'une promenade. Alors, vous voyez, ce statut de la photographie, elle est ce qu'il permet matériellement d'inscrire et de fabriquer le travail de la mémoire, mais les photographies elles-mêmes se sont retirées et il n'en subsiste plus que ce qu'on en a écrit en double, mais qui n'est pas une image, qui est une nomenclature. Alors après, il y a d'autres variations, on trouve un personnage, Michel L., etc., que lui va retrouver, mais qui va refuser de reconnaître que c'est lui qui est sur la photo de Janssen. Il y a un autre moment aussi, vous voyez, c'est-à-dire que même si c'est bref, même si là j'ai 42, c'est marqué ici, 42 pages là, de mon gros fichier EPUB, donc un tout petit folio très mince. Bon, il y a rencontre avec une personnage, Nicole, mais le narrateur, quand il est dans l'atelier, il y a des téléphones, c'est vrai, et il y a un couple de médecins, de quelque chose, et puis donc il y a cette femme, Nicole, qui elle va vraiment le rencontrer, qui téléphone, et le Janssen ne veut pas les voir, c'est-à-dire qu'il prend une chambre dans un hôtel là à côté, d'Enfer Rochereau, boulevard Raspail, de façon à ne plus venir dans cet atelier, et donc lui, là, il est en train d'occuper l'atelier vide, mais il est en relation avec ces personnages qui vont venir pour une sorte d'adieu. Et ces personnages, c'est ça qui est fascinant aussi, c'est qu'il va nous donner les noms de ces 4 personnages. Ainsi, la soirée où Janssen avait réuni quelques amis dans l'atelier juste avant son départ pour le Mexique, ce pot d'adieu, comme il disait en riant. Au souvenir de cette soirée, j'éprouve le besoin de retenir des silhouettes qui m'échappent. En quoi, quand tu remplaces l'individu par une silhouette, qu'est-ce que ça change? Et de les fixer comme sur une photographie. Tiens donc, la photographie comme fixant quoi? Fixant la silhouette qui échappe. Mais après un si grand nombre d'années, les contours s'estompent, un doute de plus en plus insidieux corrode les visages. 30 ans suffisent pour que disparaissent les preuves et les témoins. Et puis j'avais senti sur le moment que le contact s'était relâché entre Janssen et ses amis. Tchac, je saute, leur petit nombre accentuait encore le malaise. Ils étaient 4, assis à une distance très grande les uns des autres. Toujours le canapé et les 2 fauteuils. Janssen avait dressé un buffet qui contribuait au caractère insolite de cette soirée. Par moment, l'un d'eux se levait, marchait vers le buffet pour se servir un verre de whisky ou un biscuit salé. Le silence des autres enveloppait cette démarche d'une solennité inhabituelle. Et c'est là où on a les personnages en question, donc ce couple, les Meyendorf, un couple d'une 50aine d'années que Janssen connaissait de longue date. L'homme était brun, mince, etc. Et puis, tout d'un coup, 2 autres. Les 2 autres convives étaient Jacques Bess et Eugène Deckers, auxquels j'avais répondu à plusieurs reprises au téléphone en l'absence de Janssen. Et oui, mais tout d'un coup, on va voir, et il va nous faire le coup plusieurs fois, une note de bas de page. Regardez, Jacques Bess avait été un musicien talentueux dans sa jeunesse. Eugène Deckers consacrait ses loisirs à la peinture et avait aménagé un immense grenier dans l'île Saint-Louis. D'origine belge, il jouait pour gagner sa vie le second rôle dans les films anglais de série B, car il était bilingue, mais tout cela, je l'ignorais sur le moment. Mais cette note, on va la voir. Je clique. J'ai appris par la suite que Jacques Bess avait composé la partition des Mouches de Jean-Paul Sartre et la musique du film Dédé d'Anvers. Les dernières adresses que j'ai pu retrouver de lui sont 15 rue Hégésippe Moreau, Paris 18e, et Château de la Chênaie, Chaille, Loir-et-Cher, téléphone 27. Eugène Deckers a fait plusieurs expositions. Il est mort à Paris en 1977. Son adresse était 25 quai d'Anjou, Paris. Prenons ça maintenant. Jacques Bess avait composé la partition des Mouches de Jean-Paul Sartre.
Et pareil, en repartant sur Google via tiers-livre, comme ça, et ce que je vais retrouver, Larousse, Jacques Besse, ami de Jean-Paul Sartre, il écrivit en 1943, et je pense même qu'il y a une page Jacques Besse sur Wikipédia, Jacques Besse, et on retrouve les mêmes éléments. Alors évidemment, vous voyez, c'est très restreint. Il a composé la musique de Dédé d'Anvers, d'Yves Allégret, de Bibi Fricotin, de Marcel Blisten, et de Van Gogh, court-métrage d'Alain Resnais. Ben, c'est quand même pas n'importe quoi. Mort le 30 mai 1999. État civil sur le fichier des personnes décédées en France depuis 1970. Je ne savais pas que ça existait. Atteint de troubles psychiatriques, il a passé les dernières années de sa vie à la clinique de la Borde. Eh bien, moi, est-ce que j'avais besoin de le savoir? Non, puisque dans la note, là, Château de la Chênaie, Chaille, Loir-et-Cher, ça je sais bien, c'est la clinique psychiatrique de la Borde. Mais Modiano, à la fois, convoque un personnage qui est encore vivant quand il publie son livre, mais qui n'est plus en état de répondre, puisqu'à ce moment-là, il est hospitalisé à la Chênaie. Vous voyez qu'encore, ces boîtes-là qui s'ouvrent, l'une par rapport à l'autre, presque rien. Mais donc, si on enquête sur Jacques Besse et la validité des renseignements lacunaires qu'on nous donne, on découvre que ce personnage est réel. Et les autres? Les autres, on ne sait pas, on ne saura jamais. Et pourtant, ils agissent, on les voit, ils parlent. On a le modèle de leur voiture, une Ford verte. Tu nous chantes Cabriole? Ce morceau, composé à 22 ans, avait jadis attiré l'attention sur Jacques Besse. Il avait même fait figure de chef de file d'une nouvelle génération de musiciens. Non, je n'ai pas envie. Il a eu un sourire triste. Il ne composait plus depuis longtemps. Et voilà comment Jacques Besse passera plus à la postérité via ça que grâce à Jean-Paul Sartre ou à Alain Resnais. Par contre, Modiano, leur voix se mêlait maintenant dans le silence de la rue, celle très douce et très lente du docteur de Meyendorff, la voix grave de sa femme, celle ponctuée des grands éclats de rire de Dekers, seul Jacques Besse, un sourire aux lèvres, restait silencieux sur le banc à écouter Meyendorff. Oui, qu'est-ce que tu es quand tu es relégué dans un hôpital psychiatrique? Alors il y a deux petits éléments que je voulais encore, bon c'est carné, c'est long comme histoire, ouais, mais c'est pas long, justement c'est parce que c'est un récit très bref. Là je sais que je m'en souviendrai parce que je l'ai raconté, mais je raconte pas tout, je raconte pas, c'est un voyage qu'on fait pour soi seul. Il y a une étrange scène, il y a comme souvent chez Modiano, partir en banlieue, prendre le train pour Melun, de Melun prendre une Micheline, la Micheline là, qui va vous emmener à cette adresse, là, retrouver des Meyendorff, mais il y a longtemps qu'ils sont partis, la maison est abandonnée, mais il y a la voisine avec sa tondeuse à gazon, et puis tout d'un coup, le lieu s'appelle Foisson-Bronn. Est-ce que ça existe, Foisson-Bronn? Allons voir. On va passer sur Google Maps. Oh, bah non, il y en a un en Italie. Mais apparemment, il n'y en a pas en France, près de Melun. Et comme la fiction encore peut nous tromper, alors que l'itinéraire, c'est-à-dire même dans le village, on lui demande, vous remontez la rue, et puis ensuite ce sera la première à gauche, et là vous verrez les murs de Foisson-Bronn. Et il y a ce dernier moment où, juste avant ce départ, lui, il a fini ses écritures, ses deux répertoires. Et, enfin, ces deux nomenclatures et son répertoire. Il n'y a jamais eu de description de photo encore. Par contre, le vocabulaire de la photographie a été utilisé plein de fois pour décrire la technique de la narration. Comme une métaphore, avec Polaroid, ou c'est plus que ça, c'est autre chose. J'éprouvais une drôle de sensation assis tout seul à la terrasse du Café de la Paix où les clients se pressaient autour des sables, toujours le café, les cafés. Je voyais Janssen en ombre chinoise, il s'est assis à la table en face de moi, c'est à cause de la chaleur et je bredouillais, je crois que j'ai un malaise. Il lui commande un verre de lait, il lui dit « Ne vous inquiétez pas mon petit, moi aussi il m'est souvent arrivé de tomber dans des trous noirs. » Qu'est-ce que c'est un objectif photo, sinon qu'un trou noir. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que le narrateur est tombé dans le trou noir de la photo. Et ce passage-là, qui est sur la fin, il va à la fois répéter la scène d'ouverture, mais la transformer. Une brise soufflait dans les feuillages
feuillage des arbres, leur ombre était fraîche, tandis que nous marchions, Janssen et moi, le long des boulevards. Nous étions arrivés place de la Concorde, nous avions pénétré, etc. Janssen prenait des photos avec son Rolleiflex. Et là, tout d'un coup, on va voir le photographe au travail. Je m'en apercevais à peine. Il jetait un œil furtif sur le cadre, à hauteur de sa taille, et pourtant je savais que chacune de ces photos était d'une précision extrême. Un jour que je m'étonnais de cette feinte désinvolture, il m'avait dit qu'il fallait prendre les choses en douceur et en silence, sinon elles se rétractent. Nous nous étions assis sur un banc tout en parlant. Elle se levait de temps en temps, appuyait sur le déclic. Au passage d'un chien, le chien va revenir, d'un enfant. À l'apparition d'un rayon de soleil, il avait allongé, croisé les jambes, gardait la tête baissée comme s'il s'était assoupi. Je lui ai demandé ce qu'il photographiait. Mes chaussures. Et ça paraît presque rien. Là, ils passent devant l'agence Magnum. Il a posé le Rolleiflex sur la table. Il a appuyé sur le déclic. J'ai la photo à côté de moi, parmi toutes celles qu'il avait prises cet après-midi-là. Mon bras levé et mes doigts qui tiennent le verre se découpent à contre-jour et l'on distingue au fond la porte ouverte du café, le trottoir et la rue qui baignent dans une lumière d'été, la même lumière où nous marchions, ma mère et moi, dans mon souvenir, en compagnie de Colette Laurent. C'est-à-dire que là, tout à la fin, la page 34 sur les 42 de l'EPUB, on a une ekphrasis. Tout d'un coup, la photo est devenue texte. Attendez un instant, ne bougez pas. Il a posé le Rolleiflex sur la table, il a appuyé sur le déclic. J'ai la photo à côté de moi, parmi toutes celles qu'il avait prises cet après-midi-là. Mon bras levé et mes doigts qui tiennent le verre se découpent à contre-jour et l'on distingue au fond la porte ouverte du café, le trottoir et la rue qui baignent dans une lumière d'été, la même lumière où nous marchions. Qu'est-ce qui est fantastique, c'est que cette dernière rencontre, le type va partir, les valises vont disparaître. Il est peu probable qu'il les emmène au Mexique. Donc, volatilisation de l'archive, sauf le double du cahier où elles ont été inventoriées. Et quand le narrateur revient dans l'atelier vide, tout ce qu'il trouve, c'est le rouleau de pellicule, même si c'est pas mentionné, qu'aujourd'hui, il n'y a que ceux-là de ma génération qui se souviennent de ce que c'est un rouleau de pellicule. Kodak, Agfa, Fujicolor, etc., etc. Quel commerce! Et c'est lui qui va le porter à développer dans une boutique. Lui, il ne sait pas fabriquer un tirage de négatif. Ce Janssen, là, le scribe qui avait fait cet inventaire, son au revoir et sa récompense, ce sera de laisser le rouleau des pellicules faites ensemble, et où, dans ces photos, il y a celle d'Emma, du narrateur, là, à contre-jour dans ce café. Voilà, ça c'est la grandeur Modiano. Et juste après cet instant-là, minuit était déjà passé, nous bavardions encore sur un banc de l'avenue du Maine. On est revenu dans le quartier central. Un chien pointer avançait seul sur le trottoir d'un pas rapide. Il est venu nous renifler. Il ne portait pas de collier. Il paraissait connaître Janssen, il nous a suivis jusqu'à la rue Froidevaux, d'abord de loin, puis il s'est rapproché, marchait à nos côtés. Nous sommes arrivés dans l'atelier, et Janssen a fouillé ses poches, mais n'a pas trouvé la clé. Il avait l'air brusquement harassé, je crois qu'il avait trop bu. Je lui ai ouvert moi-même avec le double qu'il m'avait confié. Il a refermé la porte avant que j'aie eu le temps de lui dire que le chien était entré dans l'atelier en se glissant derrière lui. Et donc, voilà, Modiano, c'est chien. Il pensait qu'un photographe n'est rien, qu'il doit se fondre dans le décor et devenir invisible pour mieux travailler et capter, comme il disait, la lumière naturelle. On n'entendrait même plus le déclic du Rolleiflex. Il aurait voulu dissimuler son appareil. La mort de son ami Robert Capa s'expliquait justement, selon lui, par cette volonté ou ce vertige de se fondre une fois pour toutes dans le décor. J'avais découvert parmi les photos, sur une feuille de papier à lettres, quelques notes écrites par Janssen intitulées « La lumière naturelle ». Il s'agissait d'un article que lui avait demandé une revue de cinéma, car il avait servi de conseiller technique bénévole à certains jeunes metteurs en scène au début des années 60, en leur apprenant à utiliser les floods des opérateurs américains d'actualité pendant la guerre. Pourquoi ces notes m'avaient-elles tant frappé à l'époque? Depuis lors, je me suis rendu compte à quel point il est difficile de trouver ce que Janssen appelait la lumière naturelle.